Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vive.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formations pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Geoffroy de Mooncard. Geoffroy, bonjour. Bonjour Alexandre. Écoute, merci pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter un peu ton cursus et ce que tu fais aujourd'hui chez Mooncard? Ok, super. Merci de m'avoir invité déjà, c'est très sympa. Alors pour commencer, de toute façon, j'ai commencé aujourd'hui, enfin en tout cas, je suis directeur commercial chez Mooncard. J'ai rejoint cette aventure au début de l'année, en janvier, en tant que directeur commercial. J'ai commencé du coup dans la vente, j'y connaissais pas grand-chose. J'ai commencé chez Tiller. Je sais pas si ça te parle. Eh ben écoute, juste avant ton call, j'ai eu un appel avec un VP Sales de Tiller, ouais, effectivement. Valentin, sûrement. Oui, Ok. c'est Valentin, ouais. Super. C'est ça, Ça a c'est été une grande personne pour moi. Donc, de toute façon, je le mentionne et j'allais le mentionner. Je suis arrivé. Valentin Quito, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bah écoute, le monde est petit. C'est super. De toute façon, tu verras, il a plein de choses à apprendre. Enfin, en tout cas, à nous apprendre parce que c'est un véritable mentor. D'accord. J'ai été le premier commercial de Tiller, hein, du coup. Je connaissais pas grand-chose. Je connaissais quelques techniques de vente et j'ai eu la chance que les cofondateurs de Tiller m'aient fait confiance pour ce Ti- poste-là. ti- Tiller, juste pour expliquer aux auditeurs, c'est des outils pour les restaurateurs, c'est ça, hein, pour permettre d'enregistrer les factures. C'est Oui, ça, hein, on commercialise un système de caisse enregistreuse, pas que. caisse enregistreuse, ouais. Il y a tout un écosystème qu'il y a derrière, que je laisserai du coup Valentin expliquer Oui, s'il passe sur ton podcast. Mais du coup, l'enjeu, c'était de faire connaître justement ce système à tous les restaurateurs qui utilisaient un système un peu plus ancien. Et donc, le but, c'était d'aller voir ces commerçants et ces restaurateurs pour leur faire connaître Tiller. Donc, la tâche n'était d'accord. pas forcément évidente, sachant que la première chose qu'on m'a dite, c'est vends. Ouais, J'étais pas forcément coaché, et il a fallu se faire sur le terrain. Heu Après, il y a du coup Valentin qui est arrivé quelques mois après et avec qui j'ai pu travailler pendant 5 ans. Donc là, je suis ok, très bien. commercial, manager après pendant 3 ans, 3 ans et demi. Et après, j'ai travaillé étroitement avec Valentin pour chapeauter du coup l'alignement stratégique de la force de vente en Espagne, en France et en Italie. D'accord, très bien. Voilà, donc ça il y a des sujets du coup de formation, de discours qu'on abordera plus tard. Et du coup, j'ai été attiré du coup par un projet qui s'appelle Mooncard, donc une boîte géniale. Mooncard, qu'est-ce qu'elle propose? De toute façon, c'est un truc assez marrant, c'est que j'étais utilisateur de Mooncard chez Tiller, donc je connaissais déjà le produit, ça c'est une bonne force. Et du coup, le produit, c'est une carte bancaire qui automatise la gestion du coup des notes de frais jusqu'aux écritures comptables. Je sais pas si ça Ouais, te parle, les ça, écritures comptables? ouais, en général, quand on est commercial ou chef d'entreprise, c'est vrai que la question des notes de frais, c'est toujours une grosse question, un gros pain point. Donc, je pense que Mooncard est sur un marché assez porteur.
L'ayant vécu, moi, la recherche de notes de frais, la mise en forme, etc. Enfin voilà, je pense que vous résolvez bien des problèmes. Ouais. Oui, oui, bah, c'est ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, dans ce projet, c'est parce que, justement, je faisais aussi des notes de frais, c'était compliqué et depuis que Mooncard est arrivé chez Tiller, ça a été nettement plus simple et heu et là, bah, en fait, le principe est hyper simple, c'est que le collaborateur, enfin, l'utilisateur et le faiseur de notes de frais, bah, tout simplement paye avec la Mooncard, prend en photo son justificatif, jette ce justificatif et transmet les informations à la compta. Donc là, le principe justement de la note de frais avec des étapes est nettement réduit. Et oui, oui, tu facilites tout avec cette fameuse carte bleue. Voilà, c'est ça. Bah, qui est noir même ici, qui est très D'accord, sympa niveau visuel aussi. d'accord. Ouais, c'est la Black Card. Ouais, tu es très content de la sortir. Ouais, ouais, j'imagine. Bah écoute, tu vas nous expliquer. Alors toi, aujourd'hui, tu voulais nous parler du sujet de la formation des commerciaux, comment tu formes, tu entraînes, tu coaches tes équipes. Peut-être avant de commencer, juste un petit mot sur la période aujourd'hui du confinement, comment ça se passe pour vous? Je pense que ma réponse va pas forcément te surprendre, mais on fait ça à distance. Ouais, Mais et le en gros, le but, c'est de pouvoir, se donner des missions, déjà d'avoir, des calls assez, réguliers. Donc on a un un wake up breakfast qu'on pourrait dire, comme ça. C'est un petit déj, en visio, tous les matins à 9h15. Donc le but, c'est ouais, de qu'on puisse tous se voir, se dire bonjour et d'avoir du contact humain. Et après, le but, c'est d'avoir aussi des missions par commercial, c'est-à-dire, enfin, tu vois, des missions de prospection, des missions de formation, parce qu'il y a aussi des nouvelles personnes qui sont arrivées. Le but, c'est de pouvoir gérer toutes ces personnes et surtout de savoir si le moral est bon. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi, au-delà, de la performance commerciale, pendant cette période, c'est de savoir si le moral est bon. ouais, c'est vrai que c'est pas évident quand, tu es chez toi et tu vois personne. C'est de garder semaine après semaine, alors que les jours se répètent, bah, de garder le moral, au beau fixe. C'est peut-être, la chose la plus compliquée, pendant cette période. C'est ça, c'est de se mettre aussi des routines, pour avoir un rythme dans sa journée parce qu'on peut tout simplement, être, vite, emporté par, le fait de pas avoir de personnes à voir le soir, de pas avoir de contact ou, d'autres choses, pas d'obligation et tout simplement, être, comme une sorte d'auto-entrepreneur. Il y en a qui sont faits pour ça, pas forcément tout le monde, mais d'avoir ces routines régulières qui permettent d'avoir des repères. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, non, bah, au moins on aura appris ça, hein, pendant cette période. Oui, bah, même, je trouve qu'on s'ouvre beaucoup plus aux autres, pendant cette période alors qu'on est à distance. Ouais, c'est vrai que ça a cet effet, on va dire rigolo. Écoute, Geoffroy, aujourd'hui, donc on va parler de la formation. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Pourquoi c'est important, selon toi? C'est important, pour moi parce que c'est quelque chose qui est souvent, soit délaissé, soit mal fait et que c'était aussi, le sujet le plus important, de mon arrivée chez Mooncard. Heu, C'est-à-dire pouvoir appliquer justement des techniques, des méthodes de vente, aux commerciaux qui ne maîtrisent pas forcément ou qui n'ont pas conscience que ces techniques, soient là ou qui, ne maîtrisent pas forcément ces techniques. Donc moi, je suis arrivé, justement chez Mooncard pour arriver du coup avec une autre façon de vendre, une autre vision, et surtout, avoir d'autres sujets. Je prends la prospection par exemple, de pouvoir prospecter, mais avant de pouvoir, accéder à d'autres sujets, il faut d'abord mettre les bases qui sont pour moi la formation. Je suis arrivé aussi avec une mission qui est de recruter et là aussi, il faut mettre les bases, qu'on va avoir des volumes de recrutement qui sont assez importants. Faut avoir des repères. Donc pour moi, la formation, c'est le repère du commercial tout au long de sa vie.
Ouais. C'est vrai que bon, c'est des sujets que je porte beaucoup aussi avec ce podcast et avec la boîte aussi que j'ai, Vive, l'entraînement, la formation, l'accompagnement du commercial. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sociétés en France hein, où finalement le commercial est un peu laissé à lui-même et où il doit se débrouiller pour vendre. Les formations qu'on va lui donner, c'est une formation one shot de temps en temps sur les techniques de vente. Mais on se rend bien compte que c'est loin d'être assez et que en fait le commercial pour être performant bah, c'est comme un sportif quoi, il a besoin de s'entraîner, de faire ses gammes, d'avoir un feedback d'experts, de managers, de coach Mmh. mais c'est pas si facile que ça, donc tu vas nous expliquer un peu dans les grandes lignes comment vous opérez la chose chez Mooncard. Quand tu es arrivé chez Mooncard, ça a été quoi les étapes pour toi, j'imagine, au début, tu as d'abord observé, mais après, comment ça s'est passé? Bah, de toute façon, le but c'est de construire une culture et une identité de vente. Ouais, Ça, c'est le noyau justement de la formation, c'était de comprendre quelle est la culture, comment on se positionne et avec ce positionnement, quel est le discours et les techniques de vente qu'on va utiliser. Donc pour moi, ça a été justement cette phase d'observation, de culture et d'identité de vente. Et après, de toute façon, je le prends et ça a été performateur pour moi, j'ai envie de dire, dans le système de formation pour les nouveaux commerciaux qui arrivent. Euh, c'est de connaître justement tous les basiques, c'est-à-dire le produit. Ça, c'est la chose la plus importante. Je reviendrai dessus sur une expérience aussi qui m'a marqué. Mais avant tout, le commercial doit connaître le produit. Après, il doit connaître quelles sont les interactions avec lesquelles ils vont avoir sur le marketing, le CSM, le support. Parce que ça va être justement tous les outils qui vont faire qu'une vente se passe bien. La vente, c'est pas simplement un closing, c'est pas tout simplement avoir du bagou non plus. C'est faire en sorte que de la prospection jusqu'à la transmission du dossier vers l'équipe CSM, Customer Success Management, se passe bien. très bien, ouais. C'est ce qui te permet d'avoir une bonne vente qui reste et qui va te rapporter après des clients. Ouais. Donc là, tu nous as parlé du produit, des interactions avec des outils. Oui. J'imagine, tu as un travail sur ce qu'on appelle souvent dans le marketing le persona, à qui vous vous adressez? Oui, bah, en fait, nous, comme on a une typologie de clients qui est très grande en soi aujourd'hui, Ouais, des notes de frais, notes de frais, et ça concerne pas que ça, et ça concerne aussi toutes les dépenses d'entreprise. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises font des dépenses et ont besoin d'une carte à faire. ouais, Voilà. c'est vrai que le marché est assez Donc large. en soi, on a 650 000 personnes à aller chercher. Il faut pouvoir segmenter tout ça. Donc nous, on segmente justement ces tailles, ces entreprises par taille, avec du coup des commerciaux qui vont adresser un certain type d'entreprise. Donc nous, on a des commerciaux juniors qui s'occupent de taille, j'ai envie de dire. Enfin, nous, on appelle ça niveau M, c'est avec un certain nombre, c'est inférieur à 50 employés, et après les commerciaux seniors qui s'occupent des comptes un peu plus grands, même beaucoup plus grands après. Donc là aussi, tu as des formations qui sont différentes, tu as un cycle de vente qui est beaucoup plus court pour le small business et beaucoup plus long pour le reste. Et donc il faut pouvoir Ouais adapter tout ça en fonction de sa cible. et ouais, j'imagine qu'effectivement, tu vends pas pareil à une petite boîte qu'à, un grand groupe. C'est pas les mêmes compétences Voilà, de la même et manière, du tu as un coup langage. Excuse-moi, vas-y. dans la formation, effectivement, tu dois, faire des formations différentes, j'imagine? Oui, pour ces 2 types de personnes. Tu as un langage qui est différent en fonction des secteurs d'activité aussi. Ça, c'est quelque chose qui s'apprendra sur le terrain, mais faut pas rentrer aussi non plus dans un cas un peu trop spécifique. Je prends l'exemple au fait parce que tu as 2 types de formation. Tu as la formation pour, les nouveaux, et tu as la formation pour les personnes qui sont, déjà en place. Ouais, formation continue, ouais. Voilà, tout ce qui est formation continue. Donc,
si je prends l'exemple des nouveaux, le but, ça va être justement de connaître le produit parfaitement, le produit, mais cliquer sur tout ce qui est cliquable pour que si ton client te pose la question, tu saches répondre. J'ai une anecdote un peu marrante du coup là-dessus où lors de mon, je dirais, troisième mois chez Tiller, je connaissais le produit et puis mais je le connaissais pas assez bien et puis je suis tombé sur un client qui, lui, avait déjà utilisé des systèmes de caisse, mais beaucoup plus poussés et m'a piégé là-dessus en me posant des questions, m'a piégé, c'est moi qui savais pas répondre, hein. M'a posé des questions, auxquelles je n'avais pas la réponse et j'ai commencé un peu à bégayer ou pas forcément dire, la vérité et il a commencé à me dire: «Mais attends, mais tu connais pas ton produit? Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Je te dérange? Je suis ton pire client, non?» Et je peux te dire que ça m'a marqué et la première chose que j'ai faite, c'est retourner au bureau et appuyer sur tout et faire tous les exports, savoir tout ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça engendrait, quel était le lien de chaque fonctionnalité et l'importance pour chaque client, pour pouvoir les mettre en valeur après. C'est pour ça que j'insiste Ouais. beaucoup sur le produit parce que tu as beau être le meilleur vendeur, si tu connais pas ton produit, tu vas patiner à un moment. Oui, et puis au-delà du produit, ça va être aussi le marché qu'on adresse. J'imagine, quand tu adressais la restauration, bah, tu as besoin un peu peut-être de données sur le marché de la restauration. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un restaurateur en France? Ça Complètement. aussi, c'est important. Ouais et savoir, oui, Encore une fois, quels sont ces ouais, enjeux. pardon, vas-y. Ouais, non, vas-y, vas-y. Tu me posais une question. Oui, je dis, encore une fois, Mooncard, c'est peut-être, il y a une complexité en plus parce que, forcément, c'est pas que la restauration, c'est, tout type d'entreprise, quoi. Bah, ça a été le gros défi et du coup, même s'il y a un sujet commun qui est, les dépenses d'entreprise, Ouais, quels sont les intérêts de chacun? Tu vois? Et de la même manière, faut pouvoir les préciser, tu vois? Il y a du gain de temps pour le collaborateur, mais tu as du gain de temps aussi pour, le CFO ou DAF qui lui a l'habitude de traiter ses notes de frais, et là, il faut aussi, savoir quelle est son organisation et ça, du coup, ouais, et puis vas-y. en fonction de la taille de l'entreprise, du coup, tu as pas le même acheteur, hein. Tu vas avoir des CFO effectivement, sur des entreprises plus grandes et tu vas avoir les CEO sur peut-être les entreprises plus petites. C'est ça. En gros, tu as des interlocuteurs qui sont différents. Donc, le but, c'est de pouvoir aussi industrialiser une première partie qui a un cycle de vente beaucoup plus rapide. Et je Ouais, pense que ça reste une bonne base. C'est pour ça que j'ai formé aussi tout le monde là-dessus. C'est avoir une base sur de la vente rapide. De toute façon, si je reprends les étapes du coup, d'une personne qui arrive, j'ai ouais, déjà étudié, expliqué tout ce qui entourait du coup le commercial pour qu'il ait cette connaissance du coup de son environnement. Et après, de vas-y. toute façon, pour moi, la chose la plus importante, c'est de maîtriser de toute façon la prospection. Moi, c'est le premier chapitre du playbook parce qu'on a du coup mis en place une sorte d'argumentaire de vente qui est notre playbook. C'est de savoir maîtriser la prospection avant de maîtriser la vente. Ouais, donc imaginons demain, tu m'embauches chez Mooncard. Donc j'apprends le produit, au début de ma formation. Après tu m'introduis, sur le playbook et les premières choses que je vais apprendre, c'est quoi? C'est des techniques de prospection, c'est ça? Ou comment prospecter, C'est ça, pour Mooncard? c'est exactement ça. Le but, c'est de se faire aussi, la main sur, les premières objections, de mettre un pied justement dans cet univers, mais de pas pouvoir y toucher non plus, parce qu'on n'est pas capable de répondre à toutes les questions, mais savoir justement générer de l'intérêt, comprendre ton client, pour pouvoir après qu'il y ait un sens, à toutes les étapes du coup de la vente après. D'accord. Donc c'est Est-ce que tu as est-ce que tu as une méthode que tu appliques sur la prospection? C'est quoi un peu les bonnes pratiques que vous avez là-dessus?
en quelques mots? Bah, en fonction des cibles, le but de toute façon, c'est, enfin, ça va être très clair, mais assez vague aussi, c'est de savoir se différencier par un sourire, par, un discours bienveillant aussi, parce qu'on va déranger la personne dans tous les cas. Le but, c'est de pouvoir avoir un échange. C'est pas de faire un pitch de 30 secondes sans que la personne ait la possibilité de dire un mot. C'est de pouvoir avoir un échange avant de pouvoir présenter le produit. Oui et donc plutôt, tourner d'abord sur les soft skills, sur le savoir-être. C'est ça, Donc quand tu enseignes à tes jeunes commerciaux la prospection, tu insistes beaucoup sur le savoir-être avant d'insister peut-être sur les outils ou les techniques pour, prospecter. c'est ça. Je veux que le OK. commercial soit à l'aise, avec le fait de prospecter, même si c'est toujours quelque chose qui est pas forcément évident, enfin voilà, hein, en tant que commercial, c'est jamais la chose la plus sympa, de prospecter. Hem, mais il faut savoir bien le faire pour prendre du plaisir aussi à le faire. Voilà, en disant: Ouais, bien sûr. j'ai besoin» en fait, je pars de ce principe, c'est que comme si jamais tu es dans la nature et c'est ce qui m'était arrivé aussi, chez Tiller, hem, j'avais pas de marketing, il y avait pas de pub, il y avait rien et le but c'était d'aller générer du business. Donc si tu as pas rien d'autre pour t'aider, la seule chose, ta seule, ressource, c'est d'aller prospecter et pour moi, un commercial, Ouais il doit savoir aussi prospecter, parce que sinon il est dépendant après de d'autres services. et oui, tu pas dans toutes les boîtes un service marketing qui t'apporte, du lead, ouais. C'est ça. Le but pour moi, c'est surtout de former des bons commerciaux et pas simplement un commercial, propre à l'utilisation de Mooncard. Ouais, bien Le sûr. le but pour moi, c'est à partir du moment où on partage ce savoir, c'est que le commercial puisse après, une fois que son aventure chez Mooncard ou Tiller soit terminée, qu'il puisse être le meilleur commercial de la prochaine boîte dans laquelle il sera. Pourquoi? Parce qu'il aura Ouais maîtrisé toutes les facettes de la vente. et oui, bah, ça c'est une belle démarche parce qu'effectivement souvent, on se fait embaucher comme commercial et on n'a pas cet accompagnement-là. Moi, je m'en suis rendu compte un peu, pendant ma carrière, c'est que tu peux rester longtemps commercial dans une boîte et finalement, tu te débrouilles un peu comme tu peux et si tu pas débrouillard ou autodidacte, bah, finalement, tu pas de fondamentaux de la vente. Donc toi, ce que tu veux, c'est un véritable centre de formation pour, des commerciaux C'est ça. et si jamais ils vont dans une autre boîte, bah, ils seront, enfin, je sais pas s'il faut dire ça parce que tu vas te faire piquer tes commerciaux, Geoffroy. Non, c'est justement, il y a un lien affectif après qui se crée. Ça a Ouais, été le cas aussi, chez Tiller où le but c'était d'avoir un véritable savoir-faire au niveau de la vente et quand on voit du coup les commerciaux qui sont sortis, de chez Tiller, il y en a plusieurs qui sont head of sales aussi de différentes boîtes. La progression s'est faite assez rapidement parce qu'on a été préparés justement à être des bons commerciaux, pas d'accord, simplement à vendre du Tiller et de la même manière, moi je veux pas que les commerciaux soient bons juste pour vendre du Mooncard. d'accord. Donc tu nous as dit plusieurs choses, hein. Tu nous as parlé d'être un fin connaisseur du produit, de savoir manier les interactions humaines, d'avoir une posture, un savoir-être important. Ça passe par un playbook. Ouais. Donc là encore une fois, je me mets à la place du jeune commercial à qui tu enseignes ça. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre d'autre? Alors, après, on va rentrer dans des étapes qui sont un peu plus précises. De toute façon, les différentes étapes, même si le commercial, les connaît déjà, il y a toutes ces étapes classiques du bris de glace, de la découverte, de la présentation de l'entreprise, de la démo et du closing, qui sont pour moi des points de repère. Et donc ça, c'est ça le but, ça va être de découper ces différentes, parties pour pouvoir après creuser et préciser justement toutes ces informations. Je prends l'exemple de la découverte, le but ça va être d'être hyper précis. Là-dedans, tout le monde sait qu'il faut faire une découverte, mais est-ce que à quel moment tu te dis ok ma découverte est bonne? Enfin beaucoup de commerciaux pensent ok il m'a parlé, je prends l'exemple de ok il a des problèmes de gestion de notes de frais, très bien, bah, je vais pouvoir lui montrer. Non, le but c'est de savoir quel est son fonctionnement, est-ce que ça lui va,
Est-ce que il a choisi de fonctionner comme ça? Est-ce que c'est historique? Qu'est-ce qui se passe si on change cette façon de fonctionner? Ça permet en fait tout simplement de soulever tous les problèmes qui pourraient revenir après dans ton closing. Ça, c'est un Ouais. exemple. Est-ce que c'est le décideur? Est-ce que c'est le bon timing? Là, j'imagine, tu as plusieurs techniques de vente. Donc, je dis ça parce que du coup, dans les épisodes, j'ai eu plusieurs techniques. Tu as la méthode du spin selling, Mmh. tu as la méthode des si, pourquoi. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as une méthodologie que tu utilises qui est formalisée ou c'est une méthodologie propre à Mooncard. Moi, la mienne, c'est, j'arrête de préciser tant que je n'ai pas un chiffre ou un sentiment. D'accord. Voilà. Une personne qui me dit qu'elle a pas beaucoup de temps, c'est subjectif. Quelque chose Ouais. d'universel, c'est un chiffre. Tu pas beaucoup de temps, OK, bah, j'ai 45 minutes, très bien. Alors que moi, mon pas beaucoup de temps, j'aurais dit 15 minutes, tu vois? De la même manière, une personne qui me dit, j'ai peu de budget, ça dépend bien évidemment de sa trésorerie, de ses envies. Du coup, je lui demande: «Combien?» Tu vois? Donc, c'est quoi peu de budget pour toi? Ça se trouve, ça va être bien au-dessus du devis, que je vais lui proposer, tu vois? Et oui, bien sûr. Et de la même manière, sur un fonctionnement, OK, bah, aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Je prends l'exemple d'un note de frais. Bah, si je suis avec le décideur, bon, bah, très bien. Aujourd'hui, les commerciaux qui font des notes de frais m'aggravent justement leurs tickets sur un ticket Excel et me les, envoient, je sais pas, par la poste ou quelque chose comme ça quand ils sont à distance. Ce que je vais faire, je sais que c'est un problème, en tout cas je pense, j'imagine, mais ce que je vais faire, c'est surtout lui demander: «Est-ce qu'elle aime fonctionner comme ça?» Et là, j'aurai le sentiment. Si ça lui plaît, Oui, pourquoi je le changerais? Je suis pas là pour lui oui, changer sa vie. Si elle ne veut pas, si on discute, c'est qu'elle a un sujet, un problème et moi, le but, c'est de trouver ce problème. Si elle ne veut pas changer son fonctionnement, je vais pas insister à me battre sur, des sujets qui lui plaisent, au fait. ouais, en fait, tu vas essayer de creuser un peu et savoir si ce problème-là, qu'est-ce que ça implique en fait pour la personne si elle ne résout pas ce problème? Est-ce que finalement ça implique pas grand-chose ou est-ce que justement ça va lui causer beaucoup de douleur et c'est une manière finalement de faire formuler le problème et le besoin à ton prospect. C'est ça. Tu vois, Bah, écoute, très bien. s'il y a une routine qui lui plaît dans son boulot, bah, je vais pas lui enlever. Même si pour beaucoup de personnes ce serait un problème, moi je vais pas arriver en lui proposant: «Tiens d'ailleurs, je vais t'enlever ta routine», Ouais, tu vois? ouais. Alors que c'est un Donc là, problème tu es pour dans beaucoup de boîtes. ouais. Là, j'invite les auditeurs à écouter il y a un épisode vraiment il y a 2 épisodes, je crois, sur la découverte, notamment un sur les pouvoirs des questions qui est pas mal avec Olivier Guérin. Donc ça, j'invite les commerciaux à écouter ces épisodes. Donc tu formes tes jeunes à la découverte et ensuite tu m'as dit, il y a ensuite la phase de démo et de closing où là, c'est encore une fois d'autres compétences et du coup, j'imagine, dans ton playbook et ta formation, là aussi, tu les accompagnes sur ces phases-là qui sont tout aussi importantes. C'est ça. Le but, c'est de pouvoir répondre justement aux points de découverte et après de pouvoir tout simplement faire participer le client avec des oui, des validations, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes, qui te permettent après de, faciliter justement ton closing et de faire un récapitulatif de: «Voici les points que je t'apporte avec ça» et surtout, normalement, qu'est-ce que ça vaut? Ouais. Voilà. Et Et comment tu les formes, tu les coaches, tu les mets en situation, tu leur fais faire des jeux de rôle, tu les accompagnes sur le terrain? Comment ça se passe chez vous? Le but, c'est de pouvoir découper justement ces points-là et de pouvoir être sûr que chaque commercial maîtrise ce point. Donc Ouais, tu le découpes et après, une fois que tout ça c'est terminé, c'est de pouvoir faire des ventes, des mises en situation avec une grille notée où là, bah, tout simplement, tu vas savoir, qu'est-ce qui fait que, tu n'as pas vendu ou quelles sont tes forces, sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer.
Donc, on va diviser en étapes, je sais pas, en 5 points la découverte, en 5 points la présentation, en 5 points la démo. Et le but, c'est de faire une sorte de checklist où tu vas pouvoir justement valider, OK, ça, c'est une technique qui est maîtrisée dans la découverte. Ça, c'est maîtrisé, ça, c'est maîtrisé. Tu as 5 points sur 5, ce qui va te faire une note globale. Très bien. Voilà. Donc, Et si jamais, tu notes. justement, tu as une note qui est pas satisfaisante, savoir, OK, bah, c'est normal que tu aies pas vendu, ta découverte, tu as 1 point sur 5. Donc au moins, ça permet d'identifier les points qu'il faut retravailler avec les commerciaux. D'accord, donc tu prends une grille avec 5 critères qui te permettent de donner une note, sur 5 sur des jeux de rôle Mmh. et ensuite tu peux faire progresser, les équipes commerciales en fonction de ces notes. C'est ça. Et de la même manière, OK, génial. vas-y? Je dis non, c'est génial parce que tu sais, moi, avec Vive, on propose un outil pour justement, filmer, tous ces situations-là et analyser via des grilles d'observation. Donc, ce que tu fais, en fait, c'est intéressant. Je pourrais proposer cette méthode à mes clients de dire: bah, prenez, 5 critères, par exemple, mettez des notes à travers, Vive et le logiciel, et vous aurez une sorte de guide, pour, mener vos entretiens. C'est ça. Et de la même manière, c'est de suivre une évolution. Là, je passe du coup une fois que, les nouveaux sont confirmés, j'ai envie de dire, parce que le but, c'est qu'ils aient une note, j'ai envie de dire, 17 sur 20 pour pouvoir passer à la vente. Ouais, Que pendant le temps qu'ils n'ont pas cette note, c'est de ne pas toucher à la vente justement. C'est de mériter justement un peu comme un examen. d'accord, OK, très bien. De pouvoir du coup, OK, bah, j'ai eu 17 sur 20, je peux commencer à vendre. Le but après, c'est de suivre justement ces commerciaux, de faire des trainings réguliers, donc avec toute l'équipe, parce qu'il y a des partages de connaissances qui sont hyper importants. Des cas d'usage à droite à gauche, un nouveau mot, un nouveau mot, une nouvelle catchphrase qui attire l'attention du client. Qu'on peut utiliser justement et qui va pouvoir aussi se mettre dans le playbook. Le but, c'est que tout le monde puisse participer à ça. Le but, c'est que tous les commerciaux puissent justement connaître par cœur, ce playbook, mais surtout après puissent se déformer et utiliser leur propre identité de vente. Oui, bien sûr, parce que moi, effectivement, j'ai fait un playbook aussi. Ça aide beaucoup au début, mais effectivement, tu peux pas toujours avoir le playbook, à tes côtés quand tu es en rendez-vous, commercial. C'est ça, c'est pas un script de vente non plus. Le C'est but, ça. c'est de l'apprendre par cœur pour connaître les basiques. C'est différents points sur lesquels on va se référer et sur lesquels on va avoir des rappels, des touches de rappel, ou quand on fera les trainings, pouvoir dire: «Bon, bah, OK, on va faire des sessions après, des sessions, heu, de découverte, des sessions de présentation, des sessions de démo, de closing», juste pour, les personnes qui ont besoin, de rattrapage, j'ai envie de dire sur ces points-là. Et tout à l'heure, tu nous disais, tant que ton commercial n'a pas une note satisfaisante, tu ne l'envoies pas, en face du client. Ouais. En général, ça prend combien de temps? Bon, j'imagine ça varie, selon chaque personne, mais c'est quoi la moyenne, pour que les commerciaux soient bien onboardés et aient un discours satisfaisant? Pour avoir un discours satisfaisant, il faut 1 mois. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Vous arrivez en un mois effectivement, Ouais. à bien à bien former le nouveau commercial. Et c'est des formations qui sont aussi, hyper intensives, hein, parce que le but, c'est de pouvoir, au Ouais, bout d'1 mois, être prêt à aller sur le terrain et commencer à aller décrocher ses premiers rendez-vous. Bien évidemment, après dans cette formation, le but, c'est de faire énormément d'accompagnement avec, les commerciaux qui sont déjà en place, heu, pour pouvoir, savoir comment mettre en pratique, comment sortir aussi un peu de ce playbook, et se dire: «Bon, moi, j'aurais dit ça», en me référant justement, aux notions dites dans le playbook. ouais. C'est quand même une méthode, très intéressante parce que j'imagine que beaucoup de boîtes, quand ils recrutent un commercial, on va peut-être passer une ou 2 ou 3 journées à le former à la société, aux produits, et cetera. Mais après, très vite, on va lui dire, «Voici ton téléphone, ta carte bleue, peut-être ta Moon Card Ouais, et va sur la route, nous vendre nos produits».
Et alors qu'en fait, toi, ce que tu nous dis, c'est que tant que le commercial n'est pas prêt, vous l'envoyez pas au feu. C'est ça. Et j'imagine que ça permet de peut-être de ne pas gâcher certains leads aussi? Les leads de toute façon, s'ils sont allés les chercher eux-mêmes, moi je veux qu'ils se plantent aussi au début. Oui, C'est complètement normal. J'ai envie de dire bon, tant que c'est pas, le deal de l'année, bah, dans tous les cas, si jamais, le commercial, va chercher, je sais pas, le deal de l'année, bah, je vais l'accompagner sur ce premier deal. Je vais pas le laisser. Après, il y a 650 000 entreprises en France, qu'on peut aller chercher. Le but, c'est de se faire la main et surtout de se planter. Moi, je les encourage ouais, justement à tenter des choses, pour qu'ils puissent se planter et apprendre eux-mêmes. Tu vois, j'ai toujours cette phrase, qui me vient, que j'adore, c'est qu'on peut, enfin, toutes les entreprises sont signables, mais on peut pas signer tout le monde. ouais, il faut savoir accepter ça d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, le but, c'est d'avoir cette remise en question aussi continue et surtout de pouvoir se référer justement aux basiques du playbook. Je prends cet exemple aussi, c'est que, on a souvent cette période de, j'ai envie de dire de chaleur quand on est en super forme, où on comprend que, plus rien ne nous arrête et qu'on signe tout le monde. Voilà. Je sais pas si toi tu as déjà eu, ça, mais un taux de conversion à 100 pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois, tout va bien. Après, Ouais, d'un coup, tu retombes à un taux de conversion de 10 et tu ne l'expliques pas. Tu ne sais pas pourquoi. Et ça, du coup, ouais, c'est des trucs qui arrivent souvent, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi 3 fois et pourtant tu es gonflé, de confiance et tu te dis: «Mais je comprends pas. Tiens, d'ailleurs, je vais aller, je vais continuer. C'est de la c'est pas de chance. C'est le mec qui voulait pas acheter. C'est pas de ma faute. Moi, je sais que je suis super bon». Et le but, c'est de pouvoir justement, par ces formations, comprendre, est-ce qu'on zappe une étape? Est-ce qu'il y a des questions qu'on ne pose plus? Est-ce que, comme on a l'impression que c'est facile, on fait moins d'efforts? Sauf qu'il faut toujours être hyper rigoureux dans cette découverte, dans cette partie, démo, dans cette partie closing, et parfois on l'est moins parce qu'on veut aller au plus simple. On dit: «Bon, de toute façon, je suis bon, lui, il va signer aussi». Alors que pas du tout. ouais, c'est la difficulté, hein, de la fonction commerciale, c'est de garder, et comme tu dis, sa discipline et les bonnes pratiques à travers le temps. Parce que comme tu dis, tu peux vite, te dire: «C'est bon, je suis rodé, la vente va se faire parce que je suis bon», et en fait, tu oublies les fondamentaux. C'est ça. Donc le but, c'est de Donc pouvoir justement raccourcir, tu vois, si je fais le lien justement avec cette formation, ce temps de formation, ces grilles de notation, c'est en soi, même si tu l'allonges au début, c'est de raccourcir le temps de formation pur pour avoir un commercial qui est prêt et top performer, en 4 mois, j'ai envie de dire, plutôt que de ouais, le mettre directement sur le terrain et qu'il soit top performer en 6 mois, qui génère peut-être un peu de chiffre dès son premier mois, mais bon, le but, c'est d'avoir cette vision un peu plus long terme. Et après, de pouvoir justement réduire et identifier rapidement toutes ces périodes, de slump comme on dit, c'est ce moment où tu pas en forme, plutôt que ça dure, 1 mois, 2 mois et que tu dises: «Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive plus à vendre?» et que tu trouves justement, ce qui fait que tu n'arrives plus à vendre ou du moins à bien vendre. Heu, Ces grilles de notation permettent d'identifier rapidement justement, heu, des défauts et de pouvoir justement les régler le plus rapidement possible. ouais, et du coup, donc là, on a parlé beaucoup de la formation, initiale. Heu, Sur la formation continue, tu utilises aussi des grilles d'analyse ou d'observation, ou Oui, tu le fais différemment? on fait de la même manière. La différence aussi, c'est que le but, c'est d'avoir justement un petit groupe de personnes qui assistent, à ces trainings, à ces entraînements et qu'eux aussi notent leurs camarades. Pourquoi? Parce que même cet avis, va donner, aussi, une importance justement à cette notation et à comment, quelle est l'identité et la culture de vente du groupe. C'est-à-dire que si jamais moi je trouve que la vente, la partie découverte aurait pu être beaucoup plus travaillée et que tout le monde trouve ça très bien,
Il y a une différence, il y a quelque chose c'est-à-dire que l'ambiance générale ne fait plus cet effort de découverte. Et donc là, on va se refaire du coup un training général. On va se faire des entraînements et des formations générales. D'accord. Quand tu fais des formations comme ça, tu gères tout en interne ou tu fais appel à des formateurs externes? Tout en interne. Tout en interne et c'est toi qui t'occupes, c'est dans tes missions? Ouais, c'est D'accord, important. OK. Après, le but, ce sera quand on sera plus grand, on aura plus de monde, qu'il y aura des capitaines d'équipe après chez Mooncard, c'est de pouvoir aussi déléguer ça. Mais le but, c'est que chaque commercial, du coup, puisse le dupliquer, le répliquer quand lui aussi sera manager. Ouais et du coup, Geoffroy, toi, donc tu t'occupes, j'ai bien compris, du recrutement, de l'onboarding, de la formation des commerciaux, j'imagine de la stratégie aussi. Oui. Est-ce que tu as de l'opérationnel? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as aussi des objectifs de vente ou pas du tout? Alors, j'ai des objectifs de vente personnels, dans le sens où il y a Ouais, quelque chose qui est pas forcément aussi évident quand tu entres dans une entreprise qui est déjà ouverte depuis 2 ans, 3 ans. C'est de pouvoir avoir une sorte de légitimité. Donc, moi, j'ai pas d'objectif de vente personnelle, mais je me les impose aussi à moi. Heu, Parce qu'il faut être au contact du terrain, il faut pouvoir aussi se faire respecter aussi par les commerciaux qui sont déjà en place. Et aussi, je pense qu'il y a un côté inspirant s'il faut, hein, c'est de pouvoir sortir du chiffre aussi rapidement et de pouvoir partager justement ses points de vue et être dans les discussions justement de vente et pas tout simplement être la personne qui donne des ordres ou qui dit: «Moi, j'aurais fait comme ça». Le but, c'est de montrer que ça fonctionne comme ça aussi. d'accord. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que cette fonction-là de formation, de recrutement, de training et cetera prend énormément de temps Mmh mh. et souvent elle est, dans les boîtes, elle est demandée, c'est une mission confiée au directeur commercial ou au head of sales Mmh. dans les startups. Mais souvent, on lui demande aussi de faire des ventes et donc finalement, c'est pas si évident que ça de mener les 2 en parallèle et c'est pour ça aussi que dans des boîtes peut-être un peu plus, grosses et qui ont levé des fonds et cetera, tu commences à voir apparaître des fonctions support, qui vont s'occuper vraiment, de ces sujets-là, de la formation, de coaching des commerciaux, mais pas tellement de vendre. Oui, il y a des postes après qui ont été mis, je prends l'exemple chez Tiller, des postes de coach sales. Heu, Ouais, où le but, c'était justement d'avoir un travail continu là-dessus, où on était, enfin, on a une force commerciale qui est montée à plus de 50 personnes chez Tiller. Le directeur commercial ne peut bien évidemment pas tout suivre. Moi, c'était aussi une partie de mes missions quand j'étais, justement, une des dernières chez Tiller. Le but, c'était d'avoir justement un alignement de ce discours en France, Espagne et Italie. Une fois qu'on a des, des ouvertures de pays qui se font, tu as d'autres objections qui arrivent. Je te prends l'exemple, justement on avait un taux de conversion qui était un peu plus faible en Espagne. Je te dis comme ça, je sais plus si c'est le bon chiffre, mais qui doit être de 15 avec une objection qui était, à 60 que le produit était trop cher. D'un d'accord. point de vue, basique, tu dis: «Bon, bah, il va falloir, baisser les prix». En Espagne, ils ont moins d'argent, enfin, c'est pas le même pouvoir d'achat. Heu, du coup, tu prends la décision stratégique de baisser les prix. Pour moi, non. Si le produit, enfin, si les raisons de non closing sont à 60 que le produit est trop cher, c'est qu'il y a un problème de découverte. C'est que le commercial a voulu trop en montrer, faire un effet waouh justement, et que le client du coup dise bon bah ce produit c'est trop pour moi. Et donc du coup, le but, c'est que là, je suis allé en Espagne et j'ai travaillé du coup avec le directeur commercial, les managers et les commerciaux pour connaître leur discours et savoir quelles sont les différentes améliorations qu'il fallait faire dans ce discours pour pouvoir justement augmenter ce taux de conversion. Et effectivement, après une semaine de travail, on a gagné 10 points sur le taux de conversion et du coup une baisse D'accord, des objections dues au trop cher. d'accord, très bien.
Voilà. Donc, enfin, tu vois, c'est toujours ce piège parce que généralement, je passe beaucoup de temps sur la découverte parce que c'est le point clé pour moi de la vente. Si tu en et de la démo aussi, si tu en montres trop, ton produit sera toujours trop cher. Et oui. Voilà. C'est souvent d'ailleurs un peu comment dire, le défaut des nouveaux commerciaux, des jeunes commerciaux, c'est de vouloir tout montrer et de faire un peu un inventaire à l'après-vert. Et alors qu'en fait, la vente, justement, c'est d'essayer de pas trop en montrer, quoi. De vendre uniquement ce que souhaite le client. Si tu en montres trop, tu auras l'objection, ton produit en fait trop pour moi, je peux peut-être trouver moins cher, qui fait moins, mais moins cher. Ouais, plus tu en dis, plus tu donnes des bâtons pour te faire battre C'est aussi. ça. Donc l'objection du prix à retenir, c'est souvent parce qu'on en a trop montré. On va te montrer, ouais. Bah, écoute, très bon feedback. Écoute, on va arriver à trois quarts d'heure d'entretien. Est-ce que il y a d'autres bonnes pratiques que tu veux nous partager sur la partie formation des sales ou selon toi, on a fait un bon petit tour chez Mooncard et on peut passer aux dernières questions. La dernière bonne pratique que je pourrais dire, c'est d'avoir justement son playbook, tout le temps, enfin, de le lire, régulièrement. Moi, je l'écris, je le lis, au moins 2-3 fois par mois, soit pour, l'étoffer, soit pour me rappeler des basiques, heu, parce que c'est la seule façon de pouvoir maintenir justement son niveau de performance de vente, c'est d'avoir justement ces basiques en tête. Ouais. Juste pour la partie un peu sur la forme, c'est ton playbook, c'est sur un Google Doc, c'est ça? Ou c'est un fichier partagé? Je l'ai mis en Google Doc, mais je l'ai surtout imprimé pour tout le monde, heu, D'accord. parce que ça doit être comme une sorte de bible. Moi, ça l'est Ouais. en tout cas pour moi, que tu peux feuilleter à n'importe quel moment, heu et c'est important d'avoir, pour moi ce playbook, de façon, enfin visuelle, mais surtout, portable, quoi. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai en Google, mon playbook, je l'ai fait en Google Doc et c'est vrai que je l'ai pas imprimé et maintenant que tu me le dis, effectivement, je me dis que je le consulterai plus si je l'avais en version physique dans mon sac en permanence. Ouais. C'est ça. Mm. Bah écoute, bon là en ce moment les imprimeurs sont fermés, mais, Oui, oui. mais à la fin du confinement je ferai ça. Ouais. Écoute, bah merci. Bah écoute, merci pour ce retour d'expérience sur l'entraînement des sales. Si tu veux bien, on va passer aux dernières questions. Oui. Alors, est-ce que toi, tu as du contenu à nous conseiller sur la vente? Sur la vente, j'ai lu pas mal de livres dessus, c'est un sujet qui me passionne aussi, mais il y en a 2 qui ont, retenu, mon attention. Il y a le premier qui est, assez connu, qui s'appelle Never Split the Difference, de Chris Voss, qui est ne jamais couper la poire en 2. Je sais pas si tu Ouais. l'as déjà lu? Ah non, celui-là, tu vois, je l'ai pas lu, celui-là. Pourtant, j'en ai beaucoup, mais celui-là, je l'ai pas. OK. Bah, c'est, l'histoire d'un ancien agent du, FBI qui était négociateur. Heu et du coup, il t'explique, du coup, toutes ces situations dans lesquelles il était et à la fois d'un point de vue technique et psychologique, donc c'est hyper prenant, hyper passionnant. Le but, c'est justement, de ne jamais couper la poire en 2. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, il y a une anecdote, qui est au début du livre qui est assez marquante, c'est, si, je sais pas, ta copine te dit, de mettre des chaussures rouges et que toi tu veux mettre des chaussures noires, si tu coupes la poire en 2, tu vas te retrouver comme un idiot avec une paire de chaussures, enfin une chaussure rouge à gauche et une chaussure noire à droite. D'accord, ouais. Voilà. Ça, c'est un bouquin qui est assez marquant et un autre aussi qui est assez intéressant, même très intéressant, qui s'appelle, SAS, Sales as a Science. Ouais, De Jaco qui, lui, t'explique du coup toutes les différentes variantes qu'il y a dans une organisation commerciale. Donc ça, c'est plus à destination aussi des managers et directeurs commerciaux, heu, avec, je te prends oui, là aussi un exemple, de savoir est-ce que tu as une logique de superstar dans ton équipe. Donc tu vas avoir un groupe de 6 avec, 1 ou 2 top performers qui vont faire tourner la majeure partie de ton business.
mais qui du coup, les superstars sont un peu capricieuses, bien évidemment, qui va marcher un peu sur les autres ou déroger à certains process? Ou alors est-ce que tu as une équipe stable, identique avec des performances qui sont, pas, hyper marquantes, mais des performances stables où tu peux justement quantifier et maîtriser ton business? Donc il y a les points forts et les points faibles de chacun. Oui, c'est sa société, c'est Winning by Design, c'est ça Ouais, son site? c'est ça. Ouais, effectivement, j'ai acheté un de ses bouquins. Alors, il y en a plusieurs des bouquins. Il y en a même par spécialité, j'ai vu, pour les SDR, pour les Customer Success, pour les entrepreneurs, les CEO. Enfin, Ouais. moi, j'ai acheté le bouquin qui s'appelle le Blue Method. Enfin, on va dire les bases de sa méthode. Et je crois que c'est celui-là, Sales as Science, Blueprint, ouais, c'est ça le titre. OK. Non, mais Ok. c'est très intéressant. Et ils font aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, très sympa. Enfin, c'est un peu technique, mais moi, j'aime beaucoup son contenu. Ouais. Ben, écoute, merci hein, pour ces infos. Je mettrai ça dans les notes du podcast. Est-ce que tu as des applications, des outils, des routines qui te permettent d'être performant au quotidien, que ce soit dans ta vie pro ou perso, mais est-ce que tu as Je des choses à... Il y a quelque chose d'hyper important de toute façon, c'est, enfin après c'est personnel, hein, c'est de pouvoir faire une activité sportive, régulière qui booste de toute façon, le moral. Donc ça j'utilise Adidas Running, l'ancien Running Ouais. Peak. J'écoute beaucoup de musique aussi sur Deezer et après quelque chose d'assez simple quand, tu es dans les transports ou d'autres choses, c'est de pouvoir écouter des livres audio, via Audible. Ah oui, oui, moi j'avais utilisé Cooper, moi, le concurrent. Ouais, ils sont bien, mais je trouve que le contenu est enfin, il y a moins de contenu sur Cooper. Là, tu as des Ouais. véritables livres, sur Audible et je trouve que c'est très bien fait et ça peut te permettre, je sais pas, même en courant ou en faisant du vélo, de pouvoir justement, écouter un bouquin et surtout cultiver sa curiosité. Ça, c'est la chose la plus Ouais, importante. ouais, c'est des applis très, très sympas. On va passer aux deux dernières questions. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement une vente qui t'a marqué au cours de ta carrière qu'est-ce que tu en as ressorti de cette vente? C'est une vente, assez particulière. De toute façon, c'est toujours, au tout début de, j'ai envie de dire ma carrière de vendeur. Heu, j'étais allé voir un prospect qui, pendant toute la démo, au fait, a fait la moue, m'a dit: «Ah non, mais ça, c'est pas top. Ça fonctionnera pas comme ça chez nous. Non, ça fonctionne pas comme ça». Bref, je me suis fait assez démonter sur la démo. J'avais l'impression que ça ne lui plaisait pas et du coup, au bout d'un moment, il me demande le prix et là, je commence, au fait, tout simplement à ranger mes affaires. J'étais en physique, hein et je lui dis: «Mais je vais pas vous parler de prix parce que ça ne vous plaît pas». Et il me dit: «Mais dites-moi toujours, on sait jamais». Je dis et là, du coup, il s'en vient un débat, en disant: «Mais je comprends pas, ça vous m'avez dit que ça vous plaisait pas, ça vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Je vais pas vous vendre quelque chose qui ne vous plaît pas». Et il insiste pour connaître le prix et je lui donne, le prix, non remisé, rien, voilà, brut. Il m'a dit: «Bon, bah, OK, je vais réfléchir». Et au final, le fait qu'il m'ait demandé le prix m'a intrigué et alors que j'avais complètement abandonné avant, hein, c'était pas du tout une stratégie ou quoi que ce soit. Heu Je lui ai dit: «Mais pourquoi il me demande le prix alors que rien ne l'intéresse?» Et on avait une logique du coup de vente, avec un cycle de vente beaucoup plus court, enfin très court chez Tiller où on faisait pas mal de one shot, hem, avec du coup des offres qui se faisaient sur le premier rendez-vous. Et très bien, bah, de toute façon, je reprends un peu espoir et je me dis: «Tu sais quoi? Quitte à repartir, je vais tenter un truc». Toujours en rangeant mes affaires, je lui dis: «Bon, de toute façon, prenez le temps de réfléchir. C'est vrai qu'on a une offre, qui, s'applique aux personnes qui prennent leurs décisions au premier rendez-vous, mais je comprends que ce sera pas votre cas, donc je vais pas vous frustrer et pas vous en parler». Et au fait, ça là aussi, ça lui a dit: «Mais c'est quoi cette remise?» heu et cetera. En quoi qu'est-ce que
en quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette remise? Et je lui dis que de la même manière, c'est pas pour lui parce qu'il m'a dit qu'il voulait y réfléchir. Et au final, j'ai fini par lui dire, en disant qu'il avait 30 de remise et il m'a dit: «Bon, bah, c'est bon pour moi». Et là, en fait, j'étais D'ac surpris, j'ai ressorti mes affaires, heu, j'ai dit: «Mais vous êtes sûr?» Il m'a dit: «Oui». Enfin, même moi, j'étais hyper surpris, et en fait, c'est là où j'ai compris le pouvoir de l'anti-vente, ouais. que j'adore, justement. Faut pouvoir, le faire et je trouve ça génial parce que c'est un jeu, hyper sympa de pouvoir feindre, le fait de ne pas vouloir vendre, mais parfois il ne faut pas et là j'étais, complètement sincère. Heu, mais au fait, le fait que je lui refuse ce produit, ce prix et justement cette offre, lui a dit: «OK, je le prends». C'était, chez Tiller ça? Ouais, Et donc vous aviez cette politique de remise, si la personne prenait lors du premier rendez-vous? ouais. D'accord, intéressant. Intéressant comme pratique. Qu'il faut bien évidemment bien expliquer, parce Ouais, que c'est une pratique qui peut se faire dans les foires, j'ai envie de dire, qui est souvent, comparée aux vendeurs de canapés, mais qui est justifiable aussi, de la même manière que, un commercial, nous, avec des cycles de vente, aussi courts, un rendez-vous, est potentiellement un business. On avait des taux de conversion où des objectifs où on devait faire une vente par jour. d'accord. Ah ouais, Qui est pas forcément, évident, mais un rendez-vous, c'est, potentiellement une vente aussi. Et donc du coup, si tu modélises ce coût, au fait, tout simplement, si tu estimes, heu, je prends l'exemple, je sais pas si je devrais le prendre, mais tu as un rendez-vous pour faire un diagnostic chez ton, garagiste, de ta voiture et normalement ça prend 3 heures. Donc, le garagiste te fait un devis en disant 3 heures, d'homme. Mais au final, il trouve la solution en 1 heure. Bah, il va pas te facturer les 3 heures. Par contre, le devis global était de 3 heures. Et donc du coup, là aussi, la logique est la même et que si en temps normal, il te faut 3 rendez-vous dans un cycle de vente normal pour pouvoir vendre et que si jamais tu prends ta décision sur le premier rendez-vous, je vais pas te facturer les 2 autres rendez-vous. d'accord, OK. Voilà. C'est une logique aussi qu'il faut comprendre. Il y a un discours, à avoir aussi, autour de ça, qu'il faut bien maîtriser aussi parce que, Ouais, on fait très vite le rapprochement avec les vendeurs de canapés, ce qui n'est pas forcément le cas. ouais, ouais. Voilà. Ouais, écoute, ouais, très intéressant comme, méthode de vente. Tu et donc tu expliques au client, pourquoi il peut bénéficier de cette remise si, il se décide lors de ce premier rendez-vous? Bien sûr. Ah oui, il faut qu'ils le comprennent. Avant de lui OK, donner, quel que soit le montant, ouais, je lui demande déjà s'il est disposé à prendre, une décision maintenant. Si ça se propose, si ça se tient, si la personne doit faire un comité ou quelque chose comme ça, je vais bien évidemment pas lui proposer. ouais, Je lui en parlerai dans le creux de l'oreille, mais je vais pas, sortir avec mes grands chevaux et lui dire, «Voilà, si tu prends ta décision maintenant». J'ai bien compris qu'il n'était pas capable. Heu, mais s'il est capable, là, je peux lui proposer. Donc je suis pas là en disant: «En fait, ça, si vous prenez ce produit aujourd'hui, vous l'avez ça. Vous l'avez, à moins 30. C'est si jamais il y a d'accord, toutes les conditions qui sont réunies, je lui pose la question, d'abord: «Est-ce qu'il est capable de prendre sa décision aujourd'hui?» Si oui, heu, bah, très bien, je lui propose mon offre. S'il me dit non, je lui demande pourquoi et bien évidemment, lui, il va me demander pourquoi je lui ai posé cette question. d'accord, très bien. Bah, écoute, merci pour ce retour d'expérience. Dernière question, Geoffroy, si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, tu inviterais qui? J'hésite entre, 2 personnes, donc je vais te donner les 2. Heu, Ouais, là aussi, bah, après tu vas en avoir pas mal de dealers, mais c'est, Marcus Salama qui a été, mon binôme pendant 5 ans. On avait des techniques de vente qui étaient complètement différentes, heu et on a grandi tous les 2. On s'est complétés. Voilà. Lui qui avait une vente ouais, beaucoup plus agressive, que moi. Hem Bref, on s'est complétés et j'ai, du coup, fait, toutes mes années chez Tiller avec lui, qui est aujourd'hui, Head of Business Development chez EasyWork et sinon Arthur, Ollier de Datananas.
Je sais pas si tu Oui, connais. je connais Datananas, ouais, Voilà. mais pas Arthur. Voilà, D'accord. c'est le CEO de Datananas et avec qui j'étais en école et on partage, cette même passion pour la vente. Ok, très bien. Bah, écoute, je leur proposerai de passer sur le podcast alors. Ouais, génial. Ouais. Ben, on arrive à la fin, Geoffroy. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Ça a duré 1 heure l'épisode, c'est pas mal. On pourrait durer beaucoup plus, hein. Mais bon. Ouais, ouais, en fait, finalement, tu te rends compte que chaque sujet, il y a des sous-sujets et qu'on pourrait effectivement en faire d'autres épisodes de podcast. Mais bon, écoute, tu pourras repasser sans problème. Tu vas finir par écrire un livre, hein? Ouais, ouais, ça me dirait bien en plus, tu vois, d'écrire un livre sur les épisodes qu'on a fait. Ouais, ce serait utile. Ouais, je vais essayer d'arriver au moins à une 50aine d'épisodes. Oui. Comme ça fait une centaine de pages, 2 pages par épisode. Ouais, si tu arrives à bien synthétiser. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, encore une fois, merci. Passe une bonne fin de confinement, Ouais. hein. On espère que ça va finir bientôt. Et puis, beh, bonne continuation du coup avec Mooncard, bonne aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir, reçu et invité et de la même manière, bon courage pour, cette suite, de situations inédites et je te souhaite, plein de ventes et plein de podcasts. Ouais, merci Geoffroy. À bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!